Eh ben bonjour, donc on est lundi matin, on est arrivé à Nuremberg, donc là on est devant le musée mémorial de la justice. Après une super nuit de sommeil dans les bus, vous voyez qu'on est tous en pleine forme et plein de forme pour le moment. Donc tout va bien et on est prêt à passer une super journée tous ensemble. Donc on est à Strasbourg et derrière vous avez donc cette magnifique cathédrale. Aujourd'hui on va principalement, donc grâce aux 4 guides qui sont derrière nous, on va pouvoir visiter donc l'ensemble du vieux Strasbourg, la petite France notamment, et voir tous les différents aspects de la culture locale. Et on partira vers 11h15 direction le Struthof à Natzwiller, où derrière on va visiter un lieu quand même qui est chargé d'histoire et chargé de mémoire, puisque c'est aujourd'hui considéré comme le seul camp nazi aujourd'hui en France. Et voilà, on découvrira donc ça cet après-midi et on terminera cette journée par cela. Le sujet de ce voyage, c'est la guerre, c'est les deux guerres, non? Alors, comme j'aime pas cette période, je vous ai pas raconté, mais comme c'est important quand même. Vous avez vu la cathédrale. Les Strasbourgeois, dès que la guerre est déclarée, ils enlèvent les vitraux. Ils les envoient en Dordogne, avec tous les évacués de la ville. La ville se vide. Tout le monde s'en va en Dordogne avec les vitraux de la cathédrale. Par contre, il y a je ne sais plus si c'est une photo et c'est une vieille vidéo. On voit Hitler en train de marcher dans la cathédrale. Il avait donné des ordres précis de ne pas bombarder la cathédrale parce qu'il voulait faire de la cathédrale le temple de la race aryenne. Je ne sais pas que c'était son délire. Hein. Donc il y a une fois, là par où on a marché nous, il est passé là, peinard le mec, dans la cathédrale. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'ici, les nazis, ils ont annexé Strasbourg de 1940 à 1944. En août, c'était la libération. Et il y a eu un bombardement, c'était les avions des États-Unis qui sont venus de là-bas. Et ils allaient dans cette direction bombarder une usine de uniformes nazis qu'il y a dans un village qui est à côté d'ici, qui s'appelle Lingolsheim. Ils ont commencé à lancer des bombes là-bas, sachant que Lingolsheim est 5 km dans cette direction. Ils ont détruit pas mal de trucs ici. Quand on voit des bâtiments modernes, par exemple cela, c'est vraiment les bombes du bombardement. Alors, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé à moi. Parce que j'étais dans cette place un jour avec un groupe de touristes et il y a un vieux monsieur qui me regardait comme ça. Je me tourne, je continue à expliquer, et quand je me retourne, je l'avais ici, le monsieur. Et le monsieur me dit, Madame, je veux que vous disiez à vos touristes que quand j'avais 8 ans, lendemain du bombardement, mon père, j'avais 8 ans, hein, bah lui, mon père m'a ramené ici, à la place Gutenberg, pour me montrer les dégâts des bombardements. Et que tous ces bâtiments qui étaient là, qui sont là, ben là ils sont plus là, ils étaient complètement terrassés. Vous voyez que c'est des bâtiments modernes. Vous avez des bâtiments anciens ici, et là c'est des bâtiments modernes. Tout s'était effondré.
à cause des bombes. Et le gars, il voulait absolument que je raconte ça aux gens. Il me semble très important parce que nous, on peut lire l'histoire dans des livres. Mais quand vous avez un mec qui vient et qui te dit comme ça en te regardant dans les yeux, j'ai vécu le bombardement, j'ai vu le bâtiment effondré, mon père m'a ramené, tu as tous les poils comme ça, des corps qui font comme ça. Hein? Autre chose qui m'est arrivée, parce que j'aime beaucoup discuter avec les gens âgés, c'était un autre très vieux monsieur, on discutait à la place Kléber, c'est la place qu'il y a là-bas. Il me racontait que quand il était petit, il avait vu, il n'était pas très ravi, hein, le discours de Hitler. Hitler a fait un discours là, il y avait la place Kléber avec les banderoles, avec les croix gammées, et tout le monde très rangé, comme ça, en train d'écouter le Führer. Et qu'il a aussi été présent le jour où Adenauer et De Gaulle ont fait un discours, je ne sais pas en quelle année, 48, je ne sais plus, à la place Kléber. Donc tout ça, je vais vous donner un conseil, parce qu'après ça sera trop tard. Posez des questions à vos grands-parents. Posez-leur des questions de l'histoire, de ce qu'ils ont vécu, parce qu'un jour, ils ne seront plus là, et vous n'allez pas avoir la moindre idée de, par exemple, s'ils avaient des toilettes à la maison. À partir de quel moment ces gens-là, ils ont eu de l'eau courante, par exemple. Posez la question, parce que tout ce qui s'est passé entre leur enfance et la vôtre, ils sont passés énormément de choses. Si eux, ils vous les racontent, ils vont mourir, et après, vous allez devoir lire dans des livres. Je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite un beau séjour en France. Merci. Oui, mais bonjour, là on va s'intéresser à la période de l'entre-deux-guerres, donc avec un ouvrage de la ligne Maginot, période qui est très inconnue dans nos programmes, on l'évoque simplement. Donc là les élèves vont voir en situation ce qu'il en est. Donc de quelle manière la France et l'Allemagne sont montées dans les tours au niveau défensif et en quoi cette stratégie nous a perdu quelque part. Voilà. C'est le bloc 8. Alors ici, comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit combat entre soldats allemands et soldats américains. Je vous présente ce bloc. Tout d'abord, c'est la destruction en partie. Le paradoxe, c'est que ça vous permet de voir la construction. Alors tout a été fait à la main, le béton tourné à la pelle, il était ramené ici grâce à des wagonnets, brouettes, le camion toupie n'existant pas à cette époque-là. Alors le bloc 8 représente à lui tout seul 5600 mètres cubes de béton armé. Son système de défense, il était pour lui de 3 canons à tir extra rapide. Alors chaque canon étant installé dans un créneau mural. Un tir extra rapide, ça voulait dire 30 obus à la minute. Le calibre, il est de 75 mm. C'est un des calibres les plus classiques des ouvrages Maginot. La portée de tir, elle a été estimée à 12 100 mètres maximum. Les angles de tir de 45 et 50 grades. C'était pour ce bloc son unique système de défense. Maintenant, pour la petite histoire qui s'est déroulée ici, la prise de ce lieu par les troupes américaines, ça fait partie de la bataille de la Moselle, une des nombreuses batailles oubliées de notre histoire. Cette bataille va commencer début septembre 1944 et se terminer le 13 décembre 1944 avec la libération du dernier ouvrage fortifié de la ville de Metz. Metz se trouve à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau dans cette direction.
Et cette bataille va faire quand même les deux camps opposés, plus malheureusement les civils, entre 15 et 20 000 morts et disparus. Alors aujourd'hui on a pu visiter du coup la citadelle de Verdun. On est rentré dans les souterrains avec des petits trains et on a pu voir plein de vidéos et beaucoup d'ambiance sonore surtout sur la vie dans les tranchées et tout ce qui a pu se passer à l'intérieur. Et voilà. Alors aujourd'hui on est du côté de Verdun encore. On va visiter là tout de suite les tranchées des baïonnettes. Donc on va voir tous les paysages qui ont été ravagés par les bombardements et tout ce qui s'est passé pendant la guerre, les tranchées. Et puis après on va faire l'ossuaire de Douaumont et le fort qu'on voit ici. Voilà. 5 minutes sur cette carte, ça va vous permettre de mieux comprendre cette bataille de Verdun. Donc nous sommes sur le haut du fort de Douaumont, donc maintenant à l'intérieur du fort de Douaumont, ce fort de Douaumont qui est situé sur le point culminant des Hauts-de-Meuse. Les Hauts-de-Meuse, c'est ces collines qui enserrent notamment à l'est et au nord la ville de Verdun, et c'est notamment sur ces collines que vont être construits tous ces forts. Vous voyez, chaque point blanc c'est un fort. Je vous ai parlé du fort de Souville, il se trouve ici, fort de Tavannes, fort de Vaux, ce qui fait que quand les Allemands prennent le fort le 25 février 1916, eh bien les autres forts français peuvent le bombarder. Mais on va déjà faire un flashback pour revenir au mois d'août 1914. 3 août 1914, la Première Guerre mondiale embrase la totalité quasiment des pays européens, et en l'espace d'un mois, les Allemands vont avancer très très vite. D'une part, ils vont violer la neutralité belge. Une fois n'est pas coutume, les Allemands passent souvent par la Belgique pour envahir la France. Et donc, à la fin du mois d'août, ils sont déjà dans cette petite ville qui se trouve à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau de la ville de Verdun, qui s'appelle Étain, cette petite ville. Et à partir du moment où les Allemands investissent cette petite ville, il y a quelques régiments français qui sont cantonnés sur les contreforts des Hauts-de-Meuse. Alors un régiment français, à l'époque c'est 1800 hommes, 1800 soldats. Ces quelques régiments vont se replier sur les hauteurs pour avoir un avantage stratégique. Vous l'avez compris, plus on est en hauteur, plus on voit loin, et plus les assaillants sont obligés de fournir des efforts considérables pour attaquer. Seulement, ce qui va se passer, c'est qu'en laissant la plaine, cette plaine libre, les Allemands vont en profiter pour l'investir totalement. Et à partir de l'année 1915, les Allemands vont commencer à construire dans cette grande forêt, dans ces grandes forêts, des centrales à béton. Alors pourquoi ? Parce que la Première Guerre mondiale, c'est 3 phases successives. Une phase de mouvement, durant le mois d'août et le mois de septembre 1914, les armées bougent. Le mois d'août, c'est notamment la bataille des frontières, c'est le Grand Couronné, c'est la bataille de Morange. Et puis le mois de septembre, ça va être la première bataille de la Marne. Et puis à partir du mois d'octobre 1914, le front n'évolue plus. Donc on commence à faire ce qu'on appelle une guerre de position, la fameuse guerre des tranchées. Cette guerre des tranchées, les Allemands, quand ils arrivent sur une position, première chose qu'ils font, ils sortent la pelle et la pioche, ils creusent une tranchée, et ensuite, ils importent les blocs de béton qu'ils ont construits à l'arrière du front pour pouvoir fortifier immédiatement leur position. Pourquoi ? Parce que les Allemands sont sur le territoire français et ils sont là pour rester sur le territoire, pour s'ancrer dans le territoire. Et donc, ils fortifient toute leur position.
Dans les cimetières français, on n'a que des soldats français. Dans les cimetières allemands, on n'a que des soldats allemands. Mais dans les cimetières américains, eh bien, on peut avoir des femmes. Ici, on a une infirmière. On peut avoir des enfants. On peut avoir des civils qui travaillaient notamment pour la logistique américaine. Donc, c'est pas clivant, les cimetières américains. Hein. On peut avoir des hommes, des femmes, des enfants. Bref. Donc, voilà ce qu'on peut dire concernant les cimetières américains. Vous avez vu qu'à chaque fois, il y a un numéro. 24, 25, 23. Ça commence à 1 là-bas. Pour terminer à environ 35, je crois. Et puis, il y a des lignes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des lignes et des colonnes. Là, c'est la colonne 25. Et là, c'est la ligne, je sais pas moi, 48, on va dire. Et donc ça, c'est pareil, c'est le même système que les Français. Les Français, ils ont un registre avec classé par ordre alphabétique. Au bout du nom, vous avez un numéro. Ben là, c'est pareil, vous avez un registre aussi. Et on sait que Charlotte Cox, eh bien, ça tombe, c'est la 2548. Abscisse ordonnée. Exactement, abscisse ordonnée. Pour rappel, le général de Gaulle, vous savez que c'est le premier président de la Ve République. Il a fondé 1958 dans un cadre complètement explosif, menace de guerre civile avec la question de la guerre d'Algérie. Donc il est resté au pouvoir jusqu'en 1970 et il a démissionné. Vous savez pourquoi? Il a proposé une réforme constitutionnelle. Les Français aimaient bien le général, mais ils voulaient passer à autre chose. C'était un peu la crise d'adolescence de la société française, mai 68. Donc finalement, ils ont répondu non au référendum, rien que pour le faire sortir. Et qu'est-ce qui est passé à la suite? C'est Georges Pompidou qui était son Premier ministre. On voulait juste changer de tête. Il est mort en 1971, une année plus tard. Il faut savoir qu'il y a eu 2 cérémonies. Il y a une cérémonie qui a été faite dans la discrétion, dans, on va dire, l'église familiale, plus ou moins, colombée les 2 églises. C'était un homme qui était profondément pratiquant, catholique pratiquant. Et il y a une autre cérémonie, on va dire beaucoup plus officielle, qui était à Notre-Dame de Paris.